Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invité ce midi est Bernard Clairfailly. Bonjour. Bonjour. Bourgmestre de Schaerbeek, député bruxellois. Ce matin, la FDF communique concernant Linkebeek et ils disent qu'ils attendent de l'autorité à Linkebeek qu'elle devra envoyer directement à tous les électeurs les convocations dans leur langue. C'est une attaque, ça, pour Damien Thierry? C'est une attaque pour tous ceux qui ne veulent pas respecter les facilités. C'est une attaque pour la NVA et pour peut-être les quelques francophones qui seraient prêts aujourd'hui à se baisser très très bas, peut-être pour retrouver leur poste, pour faire plaisir à la NVA. C'est donc une attaque contre Damien Thierry? Parce que le Conseil d'État a confirmé récemment que la bonne interprétation des facilités, c'était que les citoyens, dès l'instant où la commune a enregistré leur choix de langue francophone ou néerlandophone, leur envoie tout le courrier administratif et les convocations électorales dans la langue français ou néerlandais que les citoyens ont fait connaître. Lui, il disait au micro des télévisions avant-hier, qu'il enverrait en néerlandais, cette fois-ci, qu'il respecterait la règle. Mais ce n'est pas la règle, cette règle n'est pas juste, et donc ça veut dire aussi qu'il ne respectera pas ses électeurs. Les habitants de Linkebeek qui ont fait choix soit d'être francophones, soit d'être néerlandophones, doivent être respectés par l'administration communale qui leur envoie les documents en français ou en néerlandais. C'est aussi simple que ça. Les lois et les règles ne sont pas là pour compliquer la vie des gens. L'administration sait faire un petit effort et sait imprimer autant de documents en français qu'il y a de francophones, autant en néerlandais qu'il y a de néerlandophones, et envoyer à chacun un texte qu'il comprend. Et ça, c'est la juste interprétation des lois linguistiques. Ça veut dire que pour ces prochaines élections qu'il y aurait à Linkebeek, l'FDF n'irait plus avec les autres francophones sur la même liste? Nous voulons être certains que tous les francophones qui sont sur la même liste souhaitent défendre l'intérêt des francophones de Linkebeek. C'est ça la question que nous posons maintenant. Donc vous attendez un positionnement clair du MR? Oui, c'est très clair. Et qui doit envoyer ces convocations? Parce que finalement, ils sont démissionnaires, les francophones. Ce sera le bourgmestre actuel? C'est juridiquement compliqué. C'est le collège qui fait l'envoi des convocations, mais la question maintenant est de savoir si les échevins démissionnaires font partie ou pas partie du collège. Dans ce cas-là, ce serait le seul bourgmestre flamand. Et donc, on craint que cette décision de démissionner ait une conséquence néfaste pour les francophones qui iraient voter à Linkebeek. Vous désapprouvez cette démission collective? Elle pose question. Je ne suis pas certain qu'elle soit la bonne issue par rapport au problème qui a été rencontré. Alors, cette affaire de Linkebeek s'est invitée ce matin au comité État-Entité fédérée, à la demande de la Fédération Wallonie-Bruxelles. On s'attend à ce que Charles Michel disent c'est uniquement du ressort de la France. Est-ce qu'il sous-estime l'impact communautaire? Il l'a sous-estimé en signant un accord avec la NVA et on le voit dans l'attitude de la NVA sur toute une série de dossiers, sur la gestion de la police, sur la gestion des réfugiés. On voit bien que ce gouvernement a une attitude très communautaire sur les dossiers, très de droite dure, très communautaire et pas très respectueuse ni de Bruxelles et des Bruxellois, ni de la communauté française en général. Alors, le plan de répartition des réfugiés qu'on attend depuis longtemps, il tarde. Quels critères pour vous doivent être mis en avant là-dedans? Mais les critères, tout le monde les connaît. Les critères, c'est simple, c'est la taille des populations. Les grandes communes vont accueillir plus que les petites communes. Mais aussi le niveau de capacité, de richesse des communes à absorber quelques réfugiés. Le taux de chômage est un critère évidemment défavorable. Plus on a un taux de chômage, plus c'est difficile d'intégrer par le travail des réfugiés. Donc il faut tenir compte de ces critères. Et ce sont ceux que l'Europe a choisis pour répartir les réfugiés entre les pays européens. Il ne faut pas inventer de nouveaux critères. Il faut prendre les mêmes critères que ceux qui ont été adoptés au niveau européen par M. Frankel lui-même, qu'il les applique à l'intérieur de la Belgique. Et soyons clairs, que la Flandre fasse sa part d'efforts pour accueillir sa part de réfugiés. Schaerbeek, c'est quand même une grosse commune. Ça veut dire que vous êtes prêt à accueillir beaucoup de personnes. Mais nous en accueillons déjà beaucoup. Nous sommes la 3e commune de Belgique à accueillir le plus de réfugiés aujourd'hui. On fait déjà un énorme effort. Et nous demander d'en accueillir plus, ce n'est pas nous permettre d'assurer un bon encadrement social, économique de ces personnes-là. Ça veut dire qu'il faudrait tenir compte déjà du nombre de personnes qui sont dans la commune? Bien sûr, à Schaerbeek, il y a plus de 2200 personnes, déjà. Qui ont le statut de réfugiés, qui sont candidats réfugiés. Si on me demande d'en accueillir 500 000 de plus, mes services sociaux, mes services dédiés à ce travail-là vont être débordés et ce ne sera pas de bonnes conditions pour permettre une bonne intégration de ces personnes. Alors, si on attend cet accord au niveau fédéral, au niveau de la région des 19 communes, est-ce que là, ça avance? La région a dit je vais en prendre 500 et je vais demander à chaque commune, si je divise 500 par 19, d'en prendre 26. Ce n'est pas tenir compte des réalités et des efforts qui sont déjà faits par certaines grandes communes. Bruxelles-Ville, c'est le même problème, Schaerbeek aussi, Saint-Josse également. Donc ce n'est pas seulement une question de couleur politique, c'est une question de réalité sociale. Si l'on veut bien accueillir ces réfugiés, leur permettre d'apprendre le français et le néerlandais, de vérifier... Donc là, vous bloquez sur la répartition des 26 oui, c'est très clair. Je dis qu'il faut tenir non. compte des efforts déjà produits actuellement. Il faut une règle de répartition qui soit intelligente et pas une simple règle de division par 19. Ouais, on vient d'apprendre que l'Office des étrangers a baissé le nombre de personnes qu'ils reçoivent par jour. On était à 250. On est passé à 150 pour une question de qualité de l'air. C'est quelque chose qui vous inquiète ou bien le flux se tarit?
Le flux a l'air de se tarir un petit peu, mais soyons clairs, ça peut arriver la semaine prochaine. Ça dépend si ces hordes de réfugiés qui traversent, on le voit difficilement, les Balkans et autres, se dirigent vers l'Allemagne, vers la Belgique ou ailleurs. On ne sait pas très bien où ils vont arriver. Et deux, il est quand même anormal que l'Office étranger ne soit pas capable, depuis le temps qu'il fait face à des afflux comme ça, de s'organiser pour répondre à des situations changeantes, avec un nombre changeant de personnes. Je ne voudrais pas en tout cas qu'il y en ait de nouveaux qui soient obligés de dormir dehors. Alors, survol de Bruxelles, vous avez rencontré la ministre Galland. On a reçu beaucoup de bourgmestres ici. Chaque fois, ils nous disaient pas de nouvelles. Vous l'avez rencontrée. Écoutez, elle est venue inaugurer le Train World à Schaerbeek avec le roi. À cette occasion-là, je l'ai attrapé en disant « Vous aviez annoncé dans la presse que vous rencontriez les bourgmestres bruxellois. Moi, vous ne m'avez pas vu. Pendant l'été, je l'avais invité à venir chez moi pour faire un barbecue. » On n'aurait peut-être pas eu l'occasion de parler parce qu'il y a tellement de bruit d'avion qu'on ne se serait rien dit. Mais peu importe, elle aurait entendu les survols aériens dans nos quartiers à Bruxelles. Alors, après cette entrevue, elle est venue me voir un matin, il y a 15 jours, à 7 h du matin, on a une réunion. Elle paraissait de bonne volonté. Mais en attendant, je n'ai rien vu de concret maintenant, sauf l'engagement commun que viennent de prendre les 19 bourgmestres bruxellois d'avoir une position commune à l'égard de Mme Galland et du gouvernement flamand pour dire que Bruxelles est une zone densément peuplée. Il faut qu'elle soit le moins survolée possible. Il faut étendre la nuit de 22 h à 7 h du matin parce que la grande majorité des plaintes des citoyens, c'est entre 6 h et 7 h du matin où ils sont réveillés fortement. Et il faut un plan aéroportuaire sur le pays pour répartir les activités entre les différents aéroports. La ministre a dit qu'elle prenait acte de cette position des 19 bourgmestres, mais qu'elle n'allait pas défendre Bruxelles, qu'elle devait défendre les 3 régions. Mais en défendant les 3 régions, en ayant une politique aéroportuaire sur l'ensemble du pays, et en disant à Liège, développez l'activité de fret, en disant à Charleroi, développez l'activité des low cost, en disant à Bruxelles, développez-vous comme aéroport urbain, on peut peut-être trouver un équilibre, c'est ce que j'espère, et que Bruxelles ne soit pas la poubelle sonore de l'aéroport de Zaventem. Si elle tient compte de cette motion, on a entendu Eric Van Rompuy, CDNV à Zaventem, qui disait « Choisir un camp vous reviendra tout droit dans la figure, c'est un dossier mortellement dangereux ». On sait que d'autres s'y sont brûlés les ailes sur le dossier des avions. Vous pensez qu'elle a des craintes ? On sait très bien qu'une série de Flamands ne sont pas très ouverts sur la question, mais ils doivent se poser cette question-ci. Si les activités de l'aéroport sont continuellement critiquées, continuellement attaquées et qu'elles doivent payer des amendes élevées en raison du maintien de l'arrêté Gozouin et peut-être du durcissement de l'arrêté Bruy que nous allons prendre dans la région bruxelloise, il serait peut-être bon, si Zaventem veut continuer à se développer à moyen terme, de trouver des vraies solutions structurelles et d'arrêter d'envoyer tous les avions qui survolent Bruxelles sans respect pour les Bruxellois. Alors, Schaerbeek, la question de la prostitution, on en a reparlé. Est-ce que les tensions avec votre voisin de Saint-Josse-et-Mirkir sont apaisées ? Nous avons une rencontre prochainement sur le débat de la prostitution. Je sais qu'il a envie de revoir 2-3 choses. Moi, je voulais seulement faire le point. Il voudrait fermer les carrés la nuit et les dimanches. Il lui convient d'en discuter avec les services de police pour savoir s'ils ont la capacité de faire respecter cette interdiction. Moi, je sais simplement, et j'en rendais compte dans une conférence de presse, que quand on applique le règlement strict que nous avons fait adopter à Schaerbeek, et c'est le même à Saint-Josse, qui met des conditions sévères sur cette activité, que personne ne veut dans son quartier. Aucun bourgmestre n'est heureux d'avoir ça dans ses quartiers. Mais il faut le gérer parce que c'est là. Ça peut fonctionner pour autant que la police fasse respecter les règles en vigueur. Ce qu'il faut éviter, c'est la politique de déni, de croire qu'on va se débarrasser de la prostitution, de faire fermer l'établissement et d'avoir comme conséquence qu'il y ait une prostitution sauvage dans la rue, dans les parcs, dans les entrées de portes cochères, parce que c'est encore plus impossible à gérer et le quartier souffre plus encore. Et donc la politique, c'est une forme de tolérance contrôlée, pour éviter des dérapages plus graves et des nuisances plus graves pour les quartiers. Lui dit que ce règlement commun qui a été pris au niveau de Schaerbeek, de Saint-Josse, mais n'a pas permis d'endiguer des phénomènes comme la traite des êtres humains, les trafics d'armes, trafics de drogue. Est-ce que vous avez déjà fait fermer des bars pour des problèmes de traite ? Alors le problème de traite ne relève pas de la compétence du bourgmestre. Le problème de traite des êtres humains est un crime, un problème qui est visé par le code pénal et c'est à la justice de prendre des mesures, et il y a la police fédérale qui enquête là-dessus. Malheureusement, je n'ai aucun rapport là-dessus. Je ne dis pas que ça n'existe pas, je suis très certain que ça existe, et ma police judiciaire travaille là-dessus et rend compte au juge. Ce n'est pas le bourgmestre qui a cette compétence-là. Le bourgmestre a des compétences administratives d'assurer la quiétude, le calme dans les quartiers, et c'est dans ce cadre-là que nous avions négocié avec le parquet, avec la police fédérale, avec la police locale, avec la commune de Saint-Josse, la mise en œuvre de ces règlements de contrôle strict de la prostitution. Ça fonctionne, à la condition que la police fasse des contrôles réguliers et fasse fermer régulièrement les établissements qui ne respectent pas nos conditions, à savoir la sous-location ou le fait que des femmes illégales y travaillent. Depuis fin septembre, il y a déjà eu 5 opérations de police, à la fois sur Schaerbeek et sur Saint-Josse, et
dans la plupart des cas, une série d'établissements ont été fermés pour faire respecter les règles et il convient que ça continue comme ça. Alors ici, la crainte, c'est toujours le report de la prostitution d'une commune à l'autre. Il y a un groupe intercommunal qui s'est mis en place. Est-ce que la région a un rôle à jouer là-dedans? De coordination éventuelle, mais ce groupe de travail a réuni plusieurs communes qui avaient à faire face à quelques problèmes particuliers de prostitution et il est arrivé à la conclusion que les formes de prostitution étant différentes, prostitution de rue à Bruxelles-Ville, prostitution de vitrine à Schaerbeek, prostitution dans des bars ou d'autres établissements à Saint-Gilles ou ailleurs, il laissait le soin à chaque commune de gérer sa forme de prostitution avec les mécanismes qu'elle mettait en place. Moi, je voulais simplement rendre compte du fait qu'à Schaerbeek, ça fonctionne. On a obtenu la remise en état d'une série de lieux qui étaient sur le plan de l'aménagement assez scandaleux et assez honteux. C'est maintenant dans de bonnes conditions et nous faisons des contrôles réguliers pour éviter qu'il n'y ait une traite des êtres humains qui se développe avec des réseaux. Au contraire, seules les personnes qui ont eu un certificat de conformité que nous connaissons, qui sont identifiées, peuvent se livrer à cette activité dans le cadre réglementaire qui est le nôtre et éviter ainsi que l'activité ne se répande dans les parcs, dans les entrées de portes cochères et ailleurs, où c'est très très difficile de gérer les nuisances. On voit régulièrement des opérations d'OLI, comme on les appelle, les opérations de contrôle des personnes, des véhicules, qui ciblent notamment les touristes sexuels français. C'est quoi la problématique? Alors ça, c'est une autre problématique. C'est depuis que Sarkozy a pris des mesures d'interdiction de prostitution de rue, il y a une série de touristes sexuels français, comme vous les appelez, qui font parfois le trajet jusqu'aux Pays-Bas pour acheter des substances illicites et qui reviennent s'encanailler les nuits de week-end à Bruxelles où ils font un peu tout et n'importe quoi. Et donc, il nous a semblé important d'avoir une présence policière régulière en compagnie de policiers français, en collaboration avec des policiers français qui sont avec nous sur place pour contrôler les divers trafics et populations qui vont les nuits de week-end commettre une série de faits et qui ne sont pas respectueux du quartier, qui font des excès de vitesse, qui font des nuisances, qui font du tapage, qui font du harcèlement. Et donc la présence policière calme les quartiers au bénéfice des riverains alentours. C'est ça notre objectif, c'est de faire que ce quartier ne devienne pas une zone de non-droit. Elle doit être régulée, réglementée. Les règles doivent être respectées comme partout ailleurs. Alors, le visage de Schaerbeek va changer. On a quand même pas mal de gros projets qui sont en cours de mise en place. Est-ce que vous allez récupérer un petit morceau du viaduc Reyers? On va commencer à le démolir dans quelques jours. Écoutez, demain midi, on pose pas la première pierre, on donne le premier coup de pioche tous ensemble pour démolir ce viaduc Reyers, qui est une vieille demande de Schaerbeek. Donc, je garderai peut-être un petit morceau de caillou en souvenir à mettre dans mon bureau. Non, l'amiante, il est parti déjà. On l'a désamianté, c'est fini. Et on a obtenu que dans le chantier, on a une période très courte d'intervention, très, très forte pendant la semaine prochaine, la semaine de vacances, week-end, semaine, week-end, 10 jours de travaux intensifs pour éviter, comme la demande était faite au début, que les travaux durent plus longtemps et ne gênent plus longtemps la circulation. Mais vous aurez remarqué combien dans l'accord de gouvernement actuel, en région bruxelloise, il y a beaucoup de projets qui concernent Schaerbeek. On a réussi à mettre Schaerbeek au cœur d'une série de priorités régionales, la démolition du viaduc Reyers, le réaménagement de la place Mézère. Nous espérons que le réaménagement concerne aussi le boulevard Lambermont tout entier. C'est une promesse de M. Smet, nous aimerions qu'il le fasse. Le développement du quartier média, du quartier de la RTBF, VRT, où on va conforter l'installation des radios-télévisions et peut-être y attirer un jour Télé Bruxelles, que je souhaiterais pour que tout ce quartier média soit dans une région, ce pôle de Bruxelles, pour la stimulation des uns et des autres, le développement des activités économiques autour de ce site-là. Il y a le site de la gare Josaphat, il y a le métro Nord-Sud. Ça veut dire des années de chantier pour Bruxelles. Comment la commune va gérer ça, digérer ça? Alors, ce n'est pas un chantier dans toute la commune, c'est un chantier qui concerne une partie de la commune, certes. Enfin, reconnaissez quand même que la place Mézère était un embouteillage permanent depuis des années. On va supprimer le tunnel routier. La région a fait marche arrière. Alors la région a renoncé au tunnel routier sous la place Mézère. La commune avait demandé qu'on étudie sérieusement cette hypothèse. Elle était souhaitée par certains, décriée par d'autres. La commune a dit ne prenons pas des opinions émotionnelles, étudions sérieusement les choses. La région l'a étudié sérieusement et s'est rendu compte que l'hypothèse d'un tunnel sous la place Mézère avait des problèmes à la fois urbanistiques et de mobilité qui n'étaient pas parfaits et coûtaient très très cher. Ça veut dire qu'on allait dépenser beaucoup d'argent pour peu de résultats. Dans ce cas-là, la région a décidé de renoncer au tunnel et nous aimerions donc qu'on en profite pour réaliser un aménagement de la place Mézère qui soit qualitatif, qui permette la circulation. Le réaménagement du boulevard à la place du viaduc Reyers qui soit qualitatif et qu'on avance très vite là-dessus pour éviter 2 chantiers comme c'était prévu auparavant, un chantier temporaire et un chantier définitif, et qu'on réaménage le boulevard Lambermont jusqu'au pont de Prat parce qu'il y a une vieille demande. C'est acquis ça, le boulevard Lambermont? Non, ce n'est pas acquis, justement, je le répète ici fortement sur votre antenne parce que c'est une demande forte de la commune de Schaerbeek. On la répétera au conseil communal de ce soir. Le ministre Smet l'avait promis en 2009, puis il n'a plus été ministre pendant 4 ans, maintenant il revient. Nous aimerions qu'il s'engage à réaliser les promesses qu'il avait faites lors de son premier mandat ministériel. Vous lui en reparlerez demain lors du lancement du chantier. On lui en reparle régulièrement, rassurez-vous. Très bien, je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. Bonne journée à tous.